Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à la Fondation de la France Libre dans le cadre de ce cycle de conférences de la Fondation. On va évidemment vous présenter dans un instant quelqu'un que vous connaissez très bien, mais avant, et en vous ayant souhaité la bienvenue, je vais quand même saluer la présence d'un Français libre et d'un de nos plus grands fidèles et un de notre ami, M. René Marbeau, qui est un Français libre et un cadet de la France libre, et qu'on va applaudir bien sûr, René Marbeau. Bien sûr, alors René Marbeau qui nous fait l'honneur de sa présence, et je salue également Mme Favreau qui est ici également avec nous, et je sais que François Broche évoquera très certainement aussi le compagnon de la Libération. Nous avons l'honneur d'accueillir un de nos plus grands historiens ce soir, la Fondation de la France Libre. Nous mesurons évidemment l'honneur que nous avons d'être en compagnie de François Broche. François Broche qui est, alors, multicasquette, évidemment, journaliste, écrivain, historien, bien sûr, auteur de nombreux ouvrages sur la France libre, et particulièrement sur Bir Hakeim. Nous avons d'ailleurs, en ce moment, dans cette période que nous vivons, en plein cœur de l'anniversaire, en 1942, se déroulaient au même moment les combats de Bir Hakeim jusqu'au 11 juin. Nous sommes en plein cœur de cette période, même si l'actualité est marquée par également un autre anniversaire qui concerne aussi des Français libres. Alors, ce soir, la conférence porte sur ce nouvel ouvrage. Nous avions eu le plaisir d'avoir déjà dans le cycle de conférences François Broche pour une conférence à la fin du mois de janvier. Cette fois-ci, il s'agit de ce nouvel ouvrage, intitulé « La cathédrale des sables », qui est ici et qui sera disponible également à la dédicace à l'issue de la conférence. Alors, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue et nous remercions beaucoup François Broche. Bonsoir. Merci. Nous sortons d'une période où les sondages d'opinion ont été multipliés à l'infini, et je crois qu'il serait inutile d'en prévoir un nouveau sur le thème « Que savez-vous de la bataille de Bir Hakeim ?» Les réponses seraient sûrement plutôt décevantes. Bir Hakeim, oui, bien sûr, une station de métro de Paris, un pont de Paris, ce serait la réponse, à mon avis, qui pourrait être faite par au moins la moitié du panel. Les sondeurs qui tenteraient d'en savoir un peu plus, d'où vient ce nom, que s'est-il passé à cet endroit, à quelle date, quelles étaient les armées en présence, à mon avis, se heurterait plutôt à un mur d'ignorance, et la réponse, cette fois, qui serait la plus courante, serait NSP, vous savez, ne sait pas. Malgré tout, soyons optimistes, un petit nombre évoquerait peut-être la guerre du désert. Certains citeraient le nom de Rommel et de Koenig, deux des généraux les plus connus de la Deuxième Guerre mondiale. D'autres n'auraient sans doute pas oublié le très beau film de Denis de la Patellière, sorti en 1961, et qui repasse de temps en temps à la télévision, Un taxi pour Tobruk. Mais la petite minorité qui se souviendrait qu'en France occupée, des maquis, un journal clandestin ont été baptisés Bir Hakeim, ne s'interrogerait probablement un peu plus avant sur l'origine de ce nom. Et il serait impossible de lui en vouloir, parce que finalement, Bir Hakeim, la guerre du désert, la France libre, la France combattante en général occupent si peu de place dans les programmes scolaires quand ils n'en ont pas complètement disparu. À l'appui de ce constat, je voudrais vous citer un résumé du programme officiel d'histoire de 3e consacré à la résistance. Je cite, je l'ai là, donc on pourra vérifier l'exactitude des termes. En exil à Londres, le général de Gaulle lance un appel à résister le 18 juin 40. De Gaulle ne peut compter que sur le ralliement de quelques territoires de l'Empire colonial et des volontaires qui ont rejoint Londres. Avec eux, De Gaulle organise les forces françaises libres qui remportent leur première victoire en Libye. Point. Vous avez bien entendu, quelques territoires, des volontaires, une première victoire en Libye. Bir Hakeim n'est même pas nommé, et on ne saura pas si après cette première victoire, il y en aura d'autres. On ne saura rien de plus de ces forces françaises libres,
de leur combat, de leur participation à la libération du territoire national. Rien sur la première DFL, sur la deuxième DB, pour ne citer que ces deux unités emblématiques. C'est à peine s'il est mentionné à propos des maquis que, je cite, « La France libre renforce ses liens de résistance intérieure ». Une phrase qui, au demeurant, ne veut pas dire grand-chose, à moins qu'elle ne veuille indiquer que la France libre renforce ses liens avec la résistance intérieure. Ce que semble confirmer la mention faite ensuite du rôle de Jean Moulin, dont il est dit, je cite à nouveau, qu'il est chargé par De Gaulle comme chef. Point. Ce qui à nouveau ne veut pas dire grand-chose. Il aurait en effet mieux valu écrire « Il est chargé par De Gaulle d'unifier la résistance intérieure sous le commandement du général De Gaulle ». C'eût été plus clair et plus précis. Je voudrais que vous voyez, pour l'anecdote, je voudrais vous montrer une page d'un manuel scolaire, je ne sais pas si on la voit, un manuel scolaire des années 50, qui montre parfaitement qu'à cette époque lointaine, l'histoire et la légende faisaient bon ménage. Je n'insiste pas. Fort heureusement, les élèves de 3e ont la possibilité de participer au concours national de la résistance et de la déportation, et ainsi d'accéder de temps en temps, grâce à leur professeur d'histoire, de manière plus concrète et plus approfondie, à l'histoire de la France libre et à celle des hommes et des femmes qui ont rallié De Gaulle depuis tous les territoires de l'Empire. Je referme la parenthèse, je reviens à Bir Hakeim. Bien sûr, il y a les livres, je pense en particulier au récit de Jacques Mordal, paru en 1952, à celui d'Erwan Bergot, paru en 1989. Ce sont des ouvrages qui sont régulièrement réédités. Je pense également, bien sûr, aux témoignages d'anciens de Bir Hakeim, Koenig, Mesmer, Saint-Hillier, Simon, et bien sûr Benjamin Favreau, qui a publié un énorme et passionnant récit de la bataille, qui est un témoignage de première main, qui lui n'est pas réédité, mais qui est toujours en vente, je crois. En tout cas, qui mériterait fort d'être réédité. Bien sûr, il y a également les films. Vous vous souvenez peut-être de la bataille du désert de Henri de Turenne et Daniel Costel, qui date de 1967 déjà. Aussi, Bir Hakeim ici était l'âme de la France libre, qui est un documentaire réalisé par Frédéric et Florence Runger et par Yves Tomasi, avec la participation de 6 anciens de la bataille et le soutien de la Fondation de la France libre. Et enfin, Bir Hakeim, quand la France renaît, de Timothée Miller, dont j'avais été le conseiller historique, auquel avaient également participé des anciens, dont la mémoire demeure toujours vivante dans cette maison, Roger Nordman, Jean Tranap, André Salva, Gérard Théodore, Jacques Pineau de la Roche. Il me semble qu'il n'y a plus que 2 survivants du film de Timothée, qui d'ailleurs s'est éclipsé le premier, malheureusement, les compagnons de la Libération, Pierre Simonet et Hubert Germain. Mais ces diverses sources ne suffisent manifestement pas à combler un vide, et d'une part, et d'autre part, à en finir avec la volonté de minimiser l'importance et les conséquences de la bataille de Bir Hakeim, qui s'empare périodiquement comme une sorte de fièvre obsidionale de certains historiens, que je ne nommerai pas parce que je ne souhaite pas entrer dans des polémiques de personnes, mais dont je rappellerai tout à l'heure l'argumentaire. J'ai moi-même écrit sur Bir Hakeim des articles, comme le rappelait Christophe, un album illustré paru en 2002, un petit livre paru en 2008, et cette année donc un nouveau récit, La cathédrale des sables. Ce titre est une métaphore dont l'auteur est un ancien artilleur de Bir Hakeim, le compagnon Jacques Runger, que vous allez peut-être voir, que j'ai eu l'honneur et le privilège de connaître et d'interroger. Je vais y revenir. Ce nouveau livre est-il celui d'un historien au sens traditionnel du mot? Non, là c'est après ça. Le voilà. Un historien au sens traditionnel du mot, là je ferai une réponse de Normand, oui et non. Oui, parce que je me fonde sur une documentation accumulée depuis 50 ans, témoignages, écrits, archives, sur lesquels je me suis appuyé pour écrire un récit le plus précis possible, le plus étayé possible,
pas un récit de guerre habituel, mais un récit que j'ai voulu novateur, car centré sur les combattants, sur leurs actions, sur leurs états d'âme. J'ai voulu reprendre la phrase qui est de Louis Cortot, je crois, résistant, compagnon de la libération et résistant d'intérieur. Nous n'étions pas des héros, cette modestie honorée Louis Cortot, mais en fait, aux yeux de la postérité, en tout cas à nos yeux, ils restent des héros. Alors, oui, un historien traditionnel, mais non, parce que je ne crois pas qu'une histoire objective, une histoire scientifique, comme on dit, soit possible. Aucun historien ne peut faire abstraction de sa propre histoire, de ses idées, de ses interprétations, de ses engagements, et parfois même de ses a priori. Et les archives, si elles constituent souvent, très souvent, une source très précieuse, doivent être replacées dans leur contexte, confrontées avec d'autres sources, et souvent interprétées et même critiquées. Comme le rappelle l'historien Vincent Duclerc, la vérité ne réside pas automatiquement dans les archives. Non, également parce qu'une histoire prétendument objective, une histoire neutre, est impossible, inenvisageable. Dans l'introduction de sa magistrale Histoire de la France libre, Jean-Louis Crémieux-Briac confiait que ce livre n'était pas neutre, que la France libre avait été pour lui une passion, et qu'il avait éprouvé pour le général de Gaulle, écrivait-il, un sentiment qu'il faut bien appeler de l'amour. Il rappelait également qu'il venait du pacifisme d'avant-guerre, qu'il avait été prisonnier en 1940, et aussi qu'il avait été le témoin, et quelquefois un modeste acteur, d'une partie des événements de la période. Ce n'est pas, il faut le reconnaître, le langage des historiens habituels, et pourtant, qui oserait prétendre que La France libre, la somme de Jean-Louis Crémieux-Briac, n'est pas un ouvrage d'histoire au sens le plus élevé de l'expression. Comme notre très regretté vieux maître, je dirais donc que mon nouveau livre n'est pas neutre, pour au moins 3 raisons. La première ne touche de très près mon père, le lieutenant-colonel Félix Sebroche, commandant le bataillon du Pacifique, l'une des unités de la division française libre présente à Bir Hakeim, qu'il avait formée à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, et a été tué le 9 juin 1942, veille de l'évocation de l'abolition. Alors vous le voyez sur la photo, non, c'est pas celle-ci, en compagnie du général Koenig. C'est une photo qui a été prise quelques semaines ou quelques jours avant le siège. Et voilà, c'est la seule qui existe, où mon père se trouve avec Koenig à Bir Hakeim. J'ai raconté dans un précédent ouvrage à l'officier des îles, paru en 2014, l'importance qu'a eu dans ma vie cet homme qui a été absent, ce grand absent. Dans le prologue de la cathédrale des Sables, je reviens sur cet événement capital qui a orienté mon destin, plus précisément qui m'a donné un autre destin que celui que j'aurais pu avoir si mon père avait continué de vivre. Sur la base des témoignages de ces soldats, tahitiens et calédoniens du bataillon des guitaristes, j'ai essayé de reconstituer les circonstances de sa mort. Dans mon premier livre, publié il y a près d'un demi-siècle, j'avais essayé de reconstituer sa vie, et singulièrement ces 3 dernières années, qui coïncidaient avec mes 3 premières années d'existence. Je ne m'étais pas contenté de témoignages, mais j'avais exploré toutes les archives disponibles à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, et bien sûr en commençant par le service historique de l'armée à Vincennes. Ce livre que le général Koenig m'avait fait l'honneur de préfacer me valut de grandes satisfactions. Je citerai au premier chef la lettre que le général de Gaulle m'adressa le 22 septembre 1970, quelques semaines avant sa mort. Mon livre, écrivait-il, constitue une utile contribution à l'histoire de la France libre. En même temps, ajoutait-il, il témoigne de façon émouvante de la valeur des volontaires du bataillon du Pacifique et met en relief, ainsi qu'elle le mérite, la noble et exemplaire figure de leur chef, le lieutenant-colonel Félix Sebroche, votre père. L'année suivante, le livre reçut le prix littéraire de la Résistance. Les jurés, tous d'éminents résistants, multiplièrent les amabilités. L'une d'elles me toucha particulièrement, celle de René Cassin. En me félicitant pour ce prix, il ajoutait « Je n'en suis pas l'artisan isolé, je fais observer que notre comité d'action de la résistance ne devait pas se murer dans la résistance intérieure, l'extérieur faisant partie de la même poursuite réussie. Aussi bien le gouverneur général Eboué et Jean Moulin reposent tous deux au Panthéon. » René Cassin sera le 3e, on s'est dit, ben, il reposait.
il concluait: le nom de votre père et l'effort des pays lointains fidèles à la France seront mieux connus de la jeunesse. Le jury était alors présidé par une haute figure de la résistance, Marie-Madeleine Fourcade, qui me lança avec sa fougue légendaire: vous reprenez le flambeau. À vrai dire, je n'étais pas tout à fait sûr d'en être digne, ni même d'être à la hauteur, mais décemment, je ne pouvais me dérober. La deuxième raison de mon intérêt pour Bir Hakeim tient aux relations que j'ai nouées avec les anciens soldats de mon père lors de mon séjour à Papeete et à Nouméa, là où il avait levé et formé le beau et brave bataillon du Pacifique dont le général de Gaulle parle dans ses mémoires de guerre. J'en cite quelques-uns dans mes remerciements. Plusieurs m'ont durablement impressionné. C'étaient des hommes chaleureux, d'une extraordinaire délicatesse, qui m'ont ouvert leur mémoire et leurs archives personnelles. À Tahiti, ils m'ont accueilli comme le fils du Métois, mot tahitien qui veut dire le père, qui était le surnom qu'ils donnaient à leur ancien chef. Et j'ai même, au cours d'une très émouvante cérémonie, été baptisé selon l'ancien rite maori, où j'ai reçu le nom d'un personnage légendaire de l'ancienne religion polynésienne. Avec certains d'entre eux, j'ai fait le pèlerinage de Tobruk et de Bir Hakeim en juin 1972. Et j'ai rencontré à cette occasion d'autres anciens, parmi lesquels Jacques Rumguer, que j'ai cité en commençant. Alors, on l'a vu déjà, oui, on peut le revoir. Dans l'avion du retour, j'étais assis à côté de lui. À Bir Hakeim, il avait fait l'admiration, à Bir Hakeim en 1942, il avait fait l'admiration des soldats du 1er régiment d'artillerie, alors que, immobilisé par une grave blessure, il avait refusé d'abandonner son poste. Nous étions les derniers défenseurs d'une cathédrale assiégée, m'avait-il alors confié. C'est lui qui, le premier, avait employé ce mot singulier de cathédrale, qui, dès lors, s'est inscrit dans mon esprit à jamais. J'ai revu de temps en temps Jacques Rumguer à Paris, jusqu'à sa mort en 2006. Il avait alors 89 ans. Son père avait été tué en 1918, quelques mois après sa naissance. Il ne l'avait pas connu et avait passé sa vie à le rechercher, en vain. Et cela le rendait très malheureux. Malheureusement, me dit-il un jour, j'entame la dernière étape sans avoir recueilli le moindre indice qui eût apaisé mon angoisse. Il n'avait jamais digéré l'absence de ce père qu'il assimilait, comme j'inclinais à le faire moi-même quand j'étais enfant, à un abandon. Il s'était rendu 3 fois à Bir Hakeim et chaque fois il avait ressenti très douloureusement le souvenir des combats et le mutisme des morts. La troisième raison, moins personnelle mais non moins forte, de mon intérêt pour Bir Hakeim, c'est ma conviction que cette bataille n'a pas été seulement une bataille défensive, une victoire-défaite, comme disent souvent les militaires, qui s'est achevée par l'entrée des troupes de l'Axe dans une position qui avait résisté pendant 15 jours avant d'être abandonnée par ses défenseurs, mais que ce fut aussi un très haut fait d'armes, le premier de l'épopée française libre, car pour la première fois, les forces françaises libres affrontaient directement, non des Français comme à Dakar, au Gabon ou en Syrie, non des Italiens comme en Érythrée, mais des Allemands, qui étaient commandés par le plus prestigieux général de la Wehrmacht. Et il leur tenait tête très héroïquement, et il les forçait à marquer le pas dans leur offensive vers l'Égypte, le canal de Suez, et tout cela à 1 contre 10, 3700 hommes de la division française libre, contre environ 35 000 de l'autre côté, forces allemandes et italiennes confondues. En outre, comment ne pas être frappé par le fait que cette brigade Koenig n'avait rien d'homogène dans son recrutement et dans sa composition. Bien sûr, tous les cadres étaient européens, c'étaient tous des soldats de métier, à l'image d'une génération de jeunes chefs qui, tels mon père, Amiel Akbari, Sérigné, Laurent Chamrosé, Amiot d'Inville, Amiel, Bourdis, Saint-Hillier, Savé, Lamaze, Jean Simon, pour n'en citer que 10, se sont révélés à Bir Hakeim. Mais la troupe était extraordinairement composite. Tous les territoires de l'Empire colonial étaient représentés sans exception. Toutes les ethnies, un sauvage mélange de races, dira Hitler. Il avait raison, sauf pour l'adjectif. C'était un mélange de races, d'ethnies, de religions, de cultures.
Et je voudrais que voilà, cette photo représente un groupe de combattants du 1er régiment d'artillerie, et un autre bataillon, le BN2, était entièrement composé de tirailleurs d'Afrique noire. J'aurais pu également vous montrer le bataillon du Pacifique, composé de Tahitiens, de Marquisiens, de Wallisiens. Voilà, c'était à l'image de l'Empire. L'historien Eric Jennings publié un livre qui s'appelle La France libre fut africaine. Elle fut en effet africaine, avant d'être à l'image de ce que reste la France libre dans l'histoire, une épopée planétaire, selon la belle formule de Philippe Pratt. Tous ces hommes étaient au rendez-vous de la France qui était en train de renaître dans ce coin de désert dépourvu de toute valeur stratégique et où par conséquent rien ne devait se produire. C'était un merveilleux symbole de l'armée de la France libre, cette petite armée, mais destinée à devenir l'armée de la France un jour, un petit symbole de l'élan de tous ces volontaires qui avaient répondu à l'appel du 18 juin, et il y avait même des Allemands et des Italiens dans la Légion présente à Bir Hakeim. Et pour les Britanniques qui étaient alors en grande difficulté face à l'Africa Corps, au nord de Bir Hakeim, c'était un précieux soutien. Mine de rien, dans ce combat qui pouvait apparaître comme tout à fait subalterne au regard des immenses théâtres du front de l'Est et du Pacifique où s'affrontaient des millions d'hommes, la France revenait dans la guerre, 2 ans après l'armistice qui avait préludé à l'occupation du territoire national et à la collaboration du régime de Vichy avec l'occupant nazi. Dans ses mémoires de guerre, De Gaulle a très finement analysé ce renversement qui est en train de se produire. Il écrit ceci: « Dans le monde, une ambiance se crée. Certains pressentent en effet que cette affaire pourrait bien dépasser le cadre de la tactique militaire. Avec réserve les propos, à mots couverts les radios, non sans prudence les journaux, commencent à faire l'éloge des troupes françaises et de leurs chefs. » Le mot ambiance, une ambiance est en train de changer, il a raison. Ce n'est pas encore un tournant décisif de la guerre. Mais cette ambiance qui change sera sans retour. Je parlais d'un symbole merveilleux, je suis tenté même de parler d'un miracle. Il suffit en effet d'une poignée d'hommes pour changer l'œil du monde sur la France. Car Bir Hakeim est un tout. On ne peut pas réduire l'événement au seul aspect statistique ou stratégique en se fondant sur les faibles effectifs engagés. C'est un incontestable succès militaire. Le seul succès allié de juin 1942, avec la grande bataille navale de Midway, dans le Pacifique. Alors que les Britanniques subissent non seulement des revers en Libye, mais d'importantes pertes navales dans l'Atlantique et en Méditerranée. Alors que les Soviétiques sont en but aux offensives victorieuses de la Wehrmacht à Kharkov, à Sébastopol, à Leningrad. Mais c'est aussi, comme le rappelle Jean-Louis Crémieux-Briac, une immense victoire d'opinion. Crémieux-Briac cite les félicitations des généraux Ritchie et Auchinleck, et aussi de Winston Churchill, rendant hommage aux communes à l'admirable courage des Français libres. Il cite également les gros titres des journaux anglais. Bir Hakeim prouve que l'esprit de Verdun est toujours vivant, Daily Mail. La croix de Lorraine, qui est portée fièrement dans le sable du désert, symbolise la libération finale de la France, News Chronicle. La défense de Bir Hakeim est devenue un des plus splendides exploits de la guerre, Daily Herald. Quant au Daily Express, qui tirait à 4 millions d'exemplaires, il titrait sur toute la largeur de sa première page ce seul nom, Verdun. Troublante unanimité chez des alliés qui multiplient pourtant depuis le début les coups tordus contre les Français. Par exemple, en débarquant à Madagascar, au début de mai 1942, à l'insu du général de Gaulle. Crémieux-Briac, je le cite encore, aucun engagement militaire français jusqu'à la percée victorieuse des forces du général Juin en Italie, au printemps 1944, n'a eu une telle place dans les médias alliés. Jamais non plus la cote des Français libres n'a été aussi haute en Angleterre. Ce qui ne serait sûrement pas arrivé si Bir Hakeim n'avait été qu'un fait d'armes secondaire monté en épingle par la propagande gaulliste. Je ne m'attendrai pas sur le profit politique que tire De Gaulle de Bir Hakeim. Il est immense. Les anglo-saxons considèrent désormais les Français libres comme des alliés à part entière. Ils ne pourront plus les ignorer ou les traiter comme quantité négligeable.
l'attention passionnée qui se porta sur Bir Hakeim, note Paul-Marie de la Gorce dans De Gaulle entre deux mondes, devait donner à De Gaulle une arme nouvelle qui gênerait les gouvernements britanniques et américains dans leur tentative pour l'ignorer ou le réduire. L'opinion publique alliée, et c'est une grande nouveauté, serait désormais franchement favorable à la France combattant, y compris contre les gouvernements officiels tels le gouvernement des États-Unis, et tout ce que Roosevelt est demeuré jusqu'au bout un adversaire très déterminé de De Gaulle. Quelques jours après la sortie de Bir Hakeim, le 18 juin 1942, De Gaulle célèbre à l'Albert Hall de Londres le 2e anniversaire de la paix devant 10 000 personnes, et ce jour-là, on ne peut que constater que la France libre a le vent en poupe, qu'elle s'apprête à connaître, comme l'écrit Jean-Louis Crémebriac, son bel été. Même si cet état de grâce ne sera qu'éphémère. De Gaulle est désormais assez fort pour adresser au mouvement de résistance par l'intermédiaire de Christian Pineau, chef de Libération Nord, une déclaration qui, après Bir Hakeim, marque un tournant dans l'histoire de la France libre. Assez fort pour esquisser une alliance avec l'URSS, il a rencontré l'ambassadeur Bogomolov le 6 juin et il lui a demandé si, dans le cadre d'une rupture avec les Britanniques, l'URSS accepterait de le recevoir, lui et son armée, sur le territoire soviétique. Assez fort pour s'assurer, lors de son entretien avec Anthony Eden, le 13 juin, du désintéressement britannique à l'égard de l'Empire français, notamment de Madagascar. Cette force nouvelle, il ne peut être mis en doute qu'il la puise dans le haut fait de Bir Hakeim, où Malraux voyait déjà la preuve que la France n'était pas morte. Bir Hakeim, bien sûr, ce n'est pas Verdun, comme le prétendait le journal anglais que je citais tout à l'heure. Ce n'est même pas Austerlitz. C'est plutôt, comme le disait encore Malraux, le premier combat de Jeanne d'Arc à Orléans. Jeanne avait rendu confiance à une garnison assiégée depuis 7 mois. Ce n'était qu'un succès local, mais ce devait être un des grands tournants de la guerre de 100 ans. De ce succès local à Bir Hakeim, de cet exploit tactique et non stratégique, la stratégie étant en effet du ressort du commandement britannique et non de la brigade française, de ce succès local va donc naître ce que ceux qui remettent en cause la portée de l'exploit appellent le mythe, et que je préfère pour ma part appeler la légende, tant qu'il est vrai qu'un mythe repose généralement sur aucune réalité, alors qu'à la source de la légende, il y a la plupart du temps des faits et des personnages réels. En l'occurrence, il ne s'agit pas de glorifier ou d'exagérer le courage, la combativité, l'efficacité des hommes de Bir Hakeim. Rares sont ceux qui les ont mis en doute, y compris dans la propagande allemande d'ailleurs, qui, bon, certes en forgeant le bobard d'un bataillon juif combattant à Bir Hakeim, assuraient que les Français étaient de braves gens abusés par les Anglais. Et Rommel reconnaîtra lui-même dans La guerre sans haine, ses carnets de guerre, les mérites de la brigade Koenig. C'était également le point de vue des vichistes, qui n'ont pas exagéré dans la critique, la dénonciation de l'action de Gaulle à ce moment-là. Bon, je passerai rapidement sur la presse collaborationniste de Paris, qui, notamment le journal Je suis partout, qui écrivait alors que la brigade Koenig était un ramassis de jeunes voyous, de juifs tarés et de mercenaires en mal de solde et de galons. C'était vraiment une exception. Ce qui est en cause, sous la plume d'historiens ou de pseudo-historiens que je qualifierais volontiers de révisionnistes, c'est l'importance de Bir Hakeim dans la guerre du désert. Je n'invente rien. Le 11 juin 1992, pour le 50e anniversaire de la bataille, le Figaro a publié, vous allez le voir maintenant, enchâssé dans un très bel article de Michel Thoriac, intitulé « Le canon de Bir Hakeim », 2 encadrés. L'un consacré au centrafricain Georges Koudoukou, surnommé le père des tirailleurs. Non, c'est voilà, le voilà. C'était un sous-lieutenant au bataillon de marche numéro 2, qui avait joué un grand rôle dans le ralliement du Lubangui-Chari à la France libre en 1940, et qui avait été blessé mortellement à la sortie de Bir Hakeim. Il était mort quelques jours plus tard.
et il avait été reconnu comme un compagnon de la libération par le général de Gaulle. C'était un valeureux combattant. Selon les mots de son chef, le commandant Amiel, il laisse se souvenir du cher, très brave et très aimé Koudoukou. Donc, un encadré consacré à Koudoukou, et peut-être pour faire, je ne sais pas, maintenir un faux parallélisme, un autre encadré qui, hélas, n'était pas écrit de la même encre, et qui est parfaitement résumé par son titre, que vous allez voir, une simple escarmouche. Je voudrais en citer le début, je ne sais pas si on peut le lire, mais le début et la fin. Alors je cite, « Bir Hakeim a été en fait une défaite, et il est surprenant que l'on continue à faire croire aux Français qu'il s'agissait d'une victoire, et encore plus étonnant que l'on ait donné le nom d'une défaite à une station de métro à Paris. » Voilà pour le début, et maintenant la conclusion. La bataille, entre guillemets, de Bir Hakeim, compte tenu des faibles forces militaires engagées, n'a été qu'une escarmouche sans influence sur l'organisation de la bataille d'El Alamein. Entre ces deux affirmations grotesques, on apprenait que les troupes italiennes étaient des éléments plus faciles, traduire plus facile à tenir en échec, ce que dément d'ailleurs, ce que démentaient tous les récits de la bataille de Bir Hakeim. Les Italiens ont été des ennemis coriaces à ce moment-là. Donc, on apprenait que les troupes allemandes qui avaient obligé les Français à décrocher et à s'échapper au plus vite vers les lignes anglaises. Donc voilà, la brigade König réduite à être une unité de fuyards. Dans les jours qui suivirent, le Figaro, je dois dire, se fit l'écho de protestations de ses lecteurs, parmi lesquels le journaliste Adalbert de Segonzac, ancien des groupes Île-de-France et Alsace, qui présidait alors les forces aériennes françaises libres. Un autre correspondant conseillait à l'auteur de l'encadré de lire La guerre sans haine de Rommel, où le chef de l'Africa Corps confiait qu'il avait rarement vu sur le théâtre d'opération africain combat plus acharné. Enfin, le 18 juin 1992, le quotidien publiait une très vigoureuse mise au point du général Jean Simon, qui se conclut par ce rappel, on va peut-être voir le papier. Pour la première fois depuis la défaite de 1940, la France peut relever la tête et reprendre confiance dans son destin. 12 ans plus tard, paraissait l'ouvrage d'un historien spécialiste du débarquement de Provence, mais dont une petite recherche sur Internet révèle que, né à Alger, thuriféraire de l'armée d'Afrique, partisan de l'Algérie française, il n'était guère destiné à porter un jugement, je ne dis pas objectif, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je ne croyais pas à l'histoire objective, et disons un jugement qualifié sur la France libre. À lire en effet son livre intitulé « Le débarquement de Provence », on ne peut qu'être surpris, le mot est faible, par la désinvolture qu'il montre en évoquant la première division française libre et la bataille de Bir Hakeim. Jugez-en plutôt, il est inacceptable pour les vieilles unités d'Afrique, au drapeau couvert des noms de victoire du Second Empire de la Grande Guerre, de voir les nouveaux venus se qualifier de libres, ce qui implicitement met en doute le statut des autres. Les Africains attendent que la DFL fasse ses preuves, autrement que sous la forme d'une fantasia, fût-ce à Bir Hakeim. Dans les popotes d'officiers, elle est surnommée « Prélude et fugue », blague cruelle qui résume le repli hâtif de cette troupe face à l'Africa Corps, mise en musique par la propagande pour faire croire à la victoire. La blague cruelle a sûrement pour auteur et colporteur les officiers demeurés fidèles au maréchal jusqu'en novembre 1942, ensuite à l'amiral Darlan, puis enfin au général Giraud, commandant en chef civil et militaire en Afrique du Nord, dont le cœur ne cessait de balancer entre Pétain et Roosevelt, et qui ne cesse, jusqu'à l'arrivée de Gaulle à Alger le 31 mai 1943, de réprimer les activités gaullistes en Algérie au Maroc. Plus sérieusement, on nous explique, mais j'attends toujours qu'on nous le démontre, que Rommel, bien qu'il ait sévèrement bousculé les Britanniques au nord de Bir Hakeim, il va s'emparer de Tobrouk le 21 juin, ce qui lui vaudra d'être fait maréchal par Hitler, quelques jours après, que Rommel donc était en train de s'épuiser, que l'Africa Corps était très éloigné de ses bases de départ
ce qui entraînait des difficultés croissantes d'approvisionnement en carburant et qu'il aurait été de toute façon battu à El Alamein à l'automne 42. En un mot, si Bir Hakeim n'avait pas existé, Rommel aurait été de toute façon battu à El Alamein, ça n'aurait rien changé. Peut-être, sans doute, oui, aurait-il été battu, c'est pas tout à fait certain. C'est vrai qu'il n'est pas contestable que l'Afrika Korps s'est épuisé devant Bir Hakeim, que la brigade française lui a infligé des pertes sévères, et que pendant les 15 jours fatidiques, le commandement britannique a eu le temps de rattrouper à El Alamein des forces disséminées dans tout le Moyen-Orient. Je voudrais que vous voyez aussi cette photo, qui est un document rare, qui provient des archives allemandes, qui montre l'état-major d'Afrika Korps qui observe Bir Hakeim bombardé. C'est une scène, une photo très frappante. On dirait une scène de film, je trouve, et qui montre bien qu'il y avait vraiment un problème à ce moment-là pour Rommel et l'Afrika Korps. L'historien militaire Rémy Porte confirme que Bir Hakeim a bouleversé la planification opérationnelle allemande en imposant à Rommel de retarder l'ensemble de son offensive et qu'elle a permis aux Britanniques de préparer le choc suivant. Dans sa communication au colloque Les Français libres et le monde, un autre historien, Jean-Pierre Bas, écrit « La résistance acharnée qu'opposent les éléments de la première brigade française libre du général Koenig lors de la bataille de Bir Hakeim dépasse toutes les espérances du maréchal Montgomery et permet d'inverser le sens de la bataille d'El Alamein. » Montgomery n'est pas encore maréchal à ce moment-là d'ailleurs. On nous assure que la troublante unanimité des généraux alliés, renforcée par les éclatantes félicitations de Winston Churchill et de la presse britannique, ne sont que des propos destinés davantage à soutenir le moral d'une opinion publique sérieusement ébranlée par les succès de l'Axe sur tous les fronts, qu'à reconnaître la réalité de l'apport de la France libre, des forces françaises libres au camp allié. C'est une hypothèse qui repose sur une interprétation, mais qu'il est impossible d'étayer sérieusement. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi nos alliés britanniques auraient tressé des couronnes excessives à un allié remuant, souvent encombrant, toujours incontrôlable, intransigeant, disait De Gaulle, et qu'ainsi il contribuait donc à renforcer. On va jusqu'à reprocher aux illustres anciens de Bir Hakeim, je pense bien sûr à Koenig, à Mesmer, je pense au général Saint-Hillier, au général Simon, d'avoir exagéré, surestimé la valeur de l'exploit dont ils furent des acteurs parmi d'autres. On aurait sans doute préféré qu'ils la sous-estiment. On va jusqu'à mettre en doute la sincérité des larmes que De Gaulle aurait versées, que De Gaulle a versées en apprenant que le gros de la garnison française a réussi à gagner les lignes anglaises. Là, il y a une photo de la sortie qui est très connue, mais qu'il est toujours bon de revoir. Vous avez sûrement en mémoire le célèbre passage des mémoires de guerre, « Ô cœur battant d'émotion, sanglots d'orgueil, larmes de joie ». Vous voyez ici la joie des combattants de Bir Hakeim qui ont réussi à rejoindre les lignes anglaises. Mais ces reproches, faire ces reproches, c'est oublier le contexte. En mai-juin 1942, la situation de la France libre n'est pas bonne. Le mouvement souffre des déchirements causés par la prétention de l'amiral Muselier, encouragé par certains services britanniques, de remplacer De Gaulle au prix d'une scission qui aurait été catastrophique. Les Anglais, à ce moment-là, avant Bir Hakeim, ne prennent pas très au sérieux le poids des forces françaises libres et la valeur des combattants. Enfin, pour couronner le tout, De Gaulle a été victime d'un très violent accès de paludisme, qui, au témoignage du général Billotte, son chef d'état-major, a manqué de l'emporter. Il a été sauvé in extremis que par le traitement prescrit par le docteur Lischwitz, l'ancien médecin de Paul Reynaud, exilé à Lisbonne en raison de la législation antisémite, et appelé en urgence à Londres. Comment, dans ces conditions, n'aurait-il pas pleuré de joie en apprenant la bonne nouvelle? C'était la première bonne nouvelle depuis des mois qui lui parvient à Carlton Garden au matin du 11 juin 1942. Comment, dans ces conditions, n'aurait-il pas écrit dans les mémoires de guerre, pour le monde entier, le canon de Bir Hakeim annonce le début du redressement de la France. En effet, ce canon a été entendu non seulement dans les grandes capitales occidentales, mais aussi en France occupée, où plusieurs maquis et un journal clandestin portant le nom de Bir Hakeim ont été créés.
Comme l'écrit Gilles Perrault dans son dictionnaire amoureux de la résistance, la gloire acquise au grand soleil d'Afrique ranime la flamme de ceux qui luttent dans les ténèbres de l'occupation. Et l'écho de ce canon est même parvenu à Berlin, où selon le biographe allemand de Rommel, Lutz Koch, Hitler aurait déclaré « C'est bien une nouvelle preuve de la thèse que j'ai toujours soutenue, à savoir que les Français sont après nous les meilleurs soldats de toute l'Europe. » Le maréchal Kesselring, commandant-en-chef des forces allemandes en Méditerranée, écrit dans un rapport d'abord que les avions utilisés à Bir Hakeim ont sévèrement manqué en URSS, et ensuite que le deuxième front, constitué par la résistance imprévue des Français libres à Bir Hakeim, a contribué à la défaite allemande de Stalingrad, quelques mois plus tard. Les pertes subies sur la position française représentent en effet une diminution de 20% du potentiel de la Luftwaffe, qui n'avait déjà pu obtenir la supériorité aérienne en Russie. Alors Kesselring poursuit, la production des usines du Reich bombardées n'arrive plus à combler les pertes. Aussi la Luftwaffe, qui jusque-là jouait le rôle principal dans les succès allemands, n'aura plus jamais la possibilité de lancer une offensive massive sur le front de l'Ouest. Bir Hakeim aura subi la dernière avec 1500 sorties aériennes. Il est temps de conclure. Je dirais simplement qu'à Bir Hakeim, comme il arrive souvent dans l'histoire de France, nous sommes à la fois dans l'histoire et dans la légende. Dans l'histoire d'un exploit dont il est impossible de nier la grandeur, même si l'on s'emploie à en contester l'importance, l'histoire d'une poignée d'hommes qui tiennent tête à 1 contre 10 à une armée ennemie, qui la force à recourir à des moyens importants, qui parviennent à freiner son offensive victorieuse vers l'Égypte et le canal de Suez. Mais en même temps dans la légende, parce que ces hommes, tous des volontaires, qui avaient d'avance fait le sacrifice de leur vie, se battaient pour un idéal, avec une rage de vaincre qui balayait toutes les faiblesses. Comme il est souvent arrivé dans le passé, histoire et légende sont étroitement liées. Je pense à l'épopée de Jeanne d'Arc, aux soldats de l'an 2, à la Grande Armée, à ceux de 14, et bien sûr à l'armée des ombres de 40-44. J'ai dit tout à l'heure que Bir Hakeim était un tout, c'est une histoire et c'est également une légende, elles sont indissociables. La vérité sur Bir Hakeim est à la fois dans son histoire et dans sa légende. J'ai voulu mettre un point final à mon livre en citant les propos de Jacques Rumger, qui développait la métaphore dont je parlais en commençant. Chaque fois que j'y suis revenu, j'ai eu l'impression d'entrer dans une cathédrale invisible où flotte l'âme de la France libre. Il avait raison. Barrès écrivait « Les bâtisseurs sont morts, le bâtiment demeure ». Nous l'avons vérifié d'ailleurs récemment lors de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame. Fort heureusement, notre cathédrale, dont les Français et le monde ont bien compris qu'elle était le symbole le plus éclatant d'une histoire et d'une civilisation, que Hitler avait ordonné à von Scholti de détruire en 1944, elle a résisté et elle est toujours debout. À Bir Hakeim, il ne reste pratiquement plus rien. Là, vous voyez la photo d'un 75 abandonné au milieu des ruines, ou si peu, un muret d'enceinte. Les restes, le canon 75 a disparu depuis longtemps, évidemment. Les restes du fortin ottoman, le monument aux morts érigé après la bataille. Mais qu'importe, si le bâtiment demeure invisible, son existence n'en est pas moins réelle, comme le disait à juste titre Jacques Rumger, car le symbole ne s'efface jamais, ni le vent, ni le sable, ni les hommes, ni l'oubli ne pourront détruire la cathédrale invisible. Je vous remercie. Merci beaucoup à François Grosjean pour cette présentation, cette mise à l'honneur, ce rappel historique d'abord important. Autour de Bir Hakeim, on en a toujours besoin, évidemment, et Dieu sait s'il était important de rappeler au tout début de cette conférence que les manuels scolaires et beaucoup d'ouvrages oublient de mentionner Bir Hakeim et ne savent même pas de quoi il s'agit, évidemment. Donc il était toujours bon de le faire et puis de rendre hommage. C'est important, alors effectivement... Il suffit de mettre Bir Hakeim sur Google pour que aussitôt on soit renvoyé au pont ou bien à la station de métro. Mais la bataille vient bien après. Je me souviens Jean-Mathieu Bourris, évidemment, qui nous rappelait qu'on avait donné le nom de Bir Hakeim à un pont alors qu'il n'y avait pas d'eau à Bir Hakeim, cette expression, donc cette remarque de Jean-Mathieu Bourris qui était vraiment pleine de bon sens, évidemment. Et puis peut-être aussi rappeler en 2012, lors du dernier pèlerinage que nous avions fait, avec notamment la présence de Paul Le Terrier,
qui est un des survivants encore aujourd'hui de cette grande bataille, évidemment. Merci d'avoir fait cet excellent rappel et puis d'avoir mentionné la métaphore de Jacques Rungeer. Et peut-être aussi, nous allons dédier cette conférence à votre père, donc le colonel Félix Broche, le patron du bataillon du Pacifique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est important de ne pas l'oublier. Et ces conférences sont là pour ça également. Alors, on va maintenant passer aux questions de la salle, parce que je suis certain que vous avez des questions à poser à François Broche après cette première conférence, cette première partie de la conférence. Alors, on va passer le micro. Est-ce que vous pouvez décrire comment s'est passé le recrutement des volontaires? De façon générale, dans la brigade, dans la division française libre. Oui. J'ai dit là au cours de mon exposé que les cadres de la division étaient des officiers de carrière d'origine donc européenne, et c'est vrai que chacun avait ces officiers venaient de tous les territoires de l'Empire, essentiellement d'Afrique noire, bon également bien sûr de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie, et disons que c'est le charisme des chefs, l'autorité des chefs, la volonté la force de persuasion des chefs qui a permis de lever des volontaires. Et en même temps, j'ai signalé le rôle de Georges Koudoukou en Oubangui-Chari. Il y avait également des pas d'officiers, mais sous-officiers, personnalités donc indigènes, comme on disait à l'époque, qui étaient aussi partisans de rallier, de participer à la libération du territoire national. Il y a eu une levée de volontaires dans chaque territoire, sous la responsabilité de chaque officier présent. Il y avait des unités qui existaient déjà, des bataillons de marche qui existaient déjà dans ces territoires, notamment en Afrique. Il y avait donc le bataillon du Pacifique qui a été formé à Nouméa et Tahiti. D'un peu partout venaient, sans plan concerté. Bon, il y a eu évidemment l'aventure de la colonne Leclerc, sans aucun plan concerté, venaient un peu partout des petits groupes qui ont fini par constituer la division française libre, et plus tard la colonne Leclerc, et plus tard la deuxième DB. Je ne sais pas si vous aviez en tête autre chose. Peut-être juste... Je ne sais pas si y a eu des histoires après justement sur ces personnes-là, si elles ont été interviewées, ces volontaires par exemple du Pacifique. J'ai été en 2016 dans le Pacifique, j'ai fait un petit peu les musées militaires, enfin il y a pas mal de choses, mais voilà, je ne me suis pas posé la question à ce moment-là, je la pose maintenant. Jean Tranap a répondu beaucoup à... Oui. Le parcours de Tranap est assez emblématique. Il est jeune, oui. C'est un jeune commerçant, je crois, de Nouméa, d'origine vietnamienne, calédonien d'origine vietnamienne. Il ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il y a, je connais bien le cas des Tahitiens, dont beaucoup, je ne dis pas que le patriotisme était l'apanage de tout le monde, mais les Tahitiens, d'abord, ils étaient jeunes, ces gens, ces hommes, et les Tahitiens, c'est eux qui étaient les plus éloignés de la métropole, et il y avait effectivement un goût de l'aventure qui était très net, une volonté d'échapper à la vie qui les attendait dans un confiné dans leur territoire. Voilà, et plusieurs motivations. Jean-François Mirassiol a écrit un livre sur les Français libres, où il analyse toutes les motivations, toutes les origines des volontaires. C'était tous des volontaires. Pas la Légion. Ah mais la Légion, c'est leur métier. Ils étaient légionnaires, volontaires légionnaires, mais ils sont venus de Narvik et après... Ce sont quand même... C'était ceux qui avaient choisi de suivre De Gaulle. Il y en a d'autres qui sont rentrés en France. Hein. La Légion s'était divisée en 1940. C'était la première unité qui était entière. Mais d'ailleurs, je crois que un certain officier était dans un camp et avait un cousin ou un beau-frère dans un autre camp. Il s'appelait Saint-Ilier. Akusa. Je parle de la Syrie. Hein. Oui, Akusa Germain. Donc les légionnaires n'ont pas
voulu combattre leurs frères légionnaires en Syrie. Enfin, certains. Alors, on a une question. Moi, je voulais dire, en lisant ton livre, ce qui est extraordinaire, c'est quand même de voir tous les hommes face à ces participants. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est la camaraderie qui existait, même entre les différentes unités. Il y avait quand même une ambiance, effectivement, un peu de... Je comprends que ça fasse naître la légende, cet esprit de don de soi, et puis d'amitié. Voilà, ça paraît un phénomène assez normal, une communauté d'hommes venant d'origines différentes et pris dans des conditions très difficiles se rapprochent et font preuve de solidarité. Je prendrai l'exemple des camps de déportation, par exemple. La solidarité était très grande entre les hommes qui avaient le malheur de s'y trouver rassemblés. Donc effectivement, ça a été très net à l'Irak. Une question également là-bas. Peut-être pour compléter la question. Sinon, c'est le micro éteint. Pour compléter donc la réponse à la question posée, moi je suis là en mémoire de mon beau-père qui était dans la marine de commerce et avait été réquisitionné en 1941 pour venir récupérer les troupes françaises défaites, les troupes vichistes défaites. Et il a déserté donc à Beyrouth pour rejoindre les forces françaises libres et donc militer de formation fusilier marin. Il s'est retrouvé donc dans le 1er régiment de fusiliers marins avec Châtel notamment. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé engagé dans cette bataille. Et il a découvert à la fin de la guerre qu'il était condamné par, je crois, la cour d'appel d'Aix et par contumace. Et, les gens racontent que les personnes qui lui annonçaient qu'il était condamné, recherché par la gendarmerie, ont cru leur dernière heure venue, quoi. Donc, vu les combats qu'il avait pu vivre avec tous ses camarades, quand vous parlez. Donc, c'était assez horrible, quoi. Oui, merci pour votre analyse. Je m'attendais à relater les combats de Bir Hakeim, mais vous avez fait une analyse politico-stratégique de très haut niveau. Merci. J'ai une question sur ce niveau politique. Vous avez évoqué les propos du général de Gaulle quant à qu'il a perçu un revirement durant ce premier semestre 1942, alors que la Wehrmacht était victorieuse en Russie, et aussi les Japonais qui avaient une mainmise complète sur tout l'Extrême-Orient. Alors comment le général de Gaulle pouvait, à ce moment-là, écrire de telles choses? Qu'est-ce que... Vous savez bien que depuis le 18 juin 40, on savait que le général de Gaulle était un visionnaire. Il avait prédit que la guerre ne s'arrêterait pas à la défaite de la France, qu'il y avait des ressources industrielles aux États-Unis, que l'Angleterre continuait. Dans les jours suivants, on perçoit aussi une certaine, comment dire, une pensée qu'il a vers d'autres forces. On perçoit qu'il y a l'Union soviétique derrière, qui pense à l'Union soviétique. Donc il est un visionnaire, et à ce moment-là où tout va mal, à commencer par lui, parce que sa santé est vraiment très dégradée à ce moment-là, eh bien, il se montre le visionnaire qu'il a toujours été depuis 2 ans. Il perçoit que Bir Hakeim est un signe c'est la seule fois où il a pleuré pendant la guerre. C'est quand même... On lui prête un cœur de pierre. Je crois que la deuxième fois, c'est quand il a recueilli les souvenirs de sa nièce Geneviève de Gaulle, qui lui a raconté son séjour en déportation. Et là, il n'a pas pu retirer ses larmes non plus. Mais il a perçu que quelque chose était en train de changer. C'est très vite. Les réactions des Anglais le montrent. Il n'a pas su les réactions des Allemands sur le coup, mais les réactions des Anglais le montrent, à l'évidence. Il y a une question que je me pose toujours sur la bataille. Alors je dirais, c'est normal parce qu'on écrit plus sur les victoires que sur les défaites. Il y a eu 2 divisions anglaises, donc similaires finalement à cette division française libre, même probablement plus importantes, qui ont été anéanties juste avant.
Et est-ce qu'on a une analyse de pourquoi eux, ils ont craqué comme ça, et la différence par rapport au comportement des troupes françaises? Alors, tout ce que j'ai vu, c'est qu'eux, ils avaient plus de blindés, donc ils étaient peut-être plus vulnérables aux avions, que Koenig était un monsieur qui savait enterrer ses troupes, et que c'est probablement le fait qu'ils étaient enterrés qui faisait que l'artillerie de l'époque n'était pas efficace. Mais je ne sais pas s'il y a eu des analyses plus techniques, peut-être, qui ont fait. Parce que les Anglais étaient quand même très frappés d'avoir perdu 2 divisions juste avant. C'est aussi ce qui a donné de la valeur à cette résistance. Dans cette guerre de mouvement qui était la guerre de Libye au nord de Bir Hakeim, bon, c'est sûr qu'à un certain moment, Rommel a pris l'avantage. Bir Hakeim, c'est très différent. D'une part, parce que, comme vous le dites, Koenig a enterré ses hommes, et d'autre part, parce que la position était défendue par un réseau de champs de mines et de marais de mines dû au capitaine Gravier, qui était le chef des sapeurs des mineurs. Et le général Saint-Hillier disait que Gravier était le vrai vainqueur de Bir Hakeim. Il exagérait peut-être un petit peu. Non, mais enfin, c'est vrai que Gravier, après la guerre, a été laminé, alors que vraiment, il a été formidable. S'ils ont tenu à Bir Hakeim, c'est grâce à lui, quand même. Gravier il était imprégné par l'exemple de Vauban, et il a estimé que cette position devait être défendue selon les plans de Vauban. Et il est de fait que s'il n'y avait pas eu la défense de champs de mines et de marais de mines, les Allemands et les Italiens auraient su émerger de Bir Hakeim assez rapidement. Donc c'est vrai que Gravier a joué un rôle essentiel. Bon, la querelle personnelle entre Koenig et Gravier, je n'y entrerai pas. Les anglo-saxons n'ont pas fait d'analyse de leur défaite de cette période. Je ne sais pas, mais j'avoue que je ne connais pas. En général, il y a plus d'analyse des victoires que des défaites. Je ne connais du côté anglo-saxon que les récits de la bataille d'El Alamein, où on parle très très peu des Français. En vous écoutant, je pensais aussi au fait que Montgomery a tout de suite, en 1943, je dirais, cru en Leclerc, hein, et Bir Hakeim est un peu à une autre échelle différente, mais enfin Xarilan, hein, couverture des troupes qui n'étaient pas, je dirais, en point de vue matériel, suréquipées, et aussi enterrées. À Xarilan, ils se sont enterrés et ils ont arrêté des Allemands. Hein. C'était des Allemands qui contournaient, et Montgomery a dit au roi que sans cette couverture, là aussi, ça ressemble un peu à Bir Hakeim, la ligne Marette, il n'aurait pas pu la prendre. Et c'est un peu... Bon, je fais la réflexion en vous écoutant ce soir. Mais Leclerc était très impressionné par la bataille de Bir Hakeim. Il a télégraphié à Koenig qu'elle réclame pour la France libre. C'est Leclerc qui était un grand communicant. A bien perçu tout de suite l'importance que ça pouvait avoir dans la cause alliée, dans la cause française libre. Alors même, ce qui est miraculeux, je le disais, que les effectifs engagés sont minimes. Quelques milliers, quelques dizaines de milliers, alors ce sont des millions d'hommes sur le front de l'Est et dans le Pacifique. Donc c'est d'autant plus frappant. Je voudrais également citer, je vais régulièrement visiter Hubert Germain, qui est il n'y a pas que Paul Le Terrier comme surnom, il y a aussi Hubert Germain, qui va bientôt avoir 99 ans, mais ses neurones fonctionnent parfaitement. Et Hubert Germain me disait la dernière fois que je l'ai vu qu'il était frappé par la qualité de l'encadrement dont bénéficiait Koenig. Et il citait tous les adjoints de Koenig, Laurent Chanrosé, Amiot d'Inville, Amiel, parlons pas des autres, Sérigné, Saint-Hillier, etc. Donc il s'est trouvé, ça fait partie un peu de miracle entre guillemets, il s'est trouvé que dans cet endroit, la cause française libre a été servie par un encadrement d'une qualité exceptionnelle. D'autres questions?
Yvette a peut-être une question. Excusez-moi. 3 heures de voiture hein, pour arriver ici. T'as pas eu les poubelles? Depuis Mont Valérien, 3 heures. De la pluie. Quel était le rapport de votre père avec le Pacifique? Avec le Pacifique? Il a été nommé dans le Pacifique en 1939 et il commandait une compagnie autonome d'infanterie, comme on disait à l'époque. Il a débarqué donc à Tahiti à ce moment-là, en juillet 1939. Et puis, il s'est un peu morfondu pendant des mois, au fur et à mesure que quand la guerre a éclaté, il aurait bien voulu y participer plus activement qu'en entraînant une compagnie d'infanterie autonome à Tahiti, mais ses demandes de rapatriement ont été refusées par le ministère des Colonies. Donc il est resté à Tahiti et il a participé en septembre 1940 au ralliement à la France libre. Il avait un sentiment très fort pour Tahiti, pour ses Tahitiens. Et puis, bon, il était cet élan qui le poussait vers ces populations lui était bien rendu, j'ai pu m'en assurer quand j'y étais moi-même. Et puis ensuite, bon, De Gaulle, en octobre 1940, De Gaulle l'a nommé commandant supérieur des troupes du Pacifique, donc il devait rejoindre Nouméa, et il avait laissé derrière lui 300 Tahitiens, il a recruté 300 néo-calédoniens, wallisiens, etc. Et il a formé ce bataillon qui comprenait 600 hommes, qui est arrivé, qui a fait un long voyage depuis Nouméa en passant par l'Australie, Ceylan, qui est arrivé au Moyen-Orient juste après la guerre de Syrie. Je me souviens que j'avais posé une fois, j'étais très jeune, j'ai eu la chance de connaître Koenig, et j'avais lu dans les conditions du ralliement de mon père à la France libre, il a précisé que son bataillon ne serait pas engagé contre d'autres Français, contre des forces d'unité françaises. Et j'avais demandé à Koenig si, malgré cette clause, il aurait engagé le bataillon, et Koenig m'avait répondu oui. Donc il y aurait eu certainement un problème, mais bon, avec des signes. Ceux qui sont engagés, comme Jean Pranap, là justement, il racontait que pour lui, la France, c'était un petit point. Et tout de suite, il est parti défendre la France. C'était remarquable, enfin, il était adorable, c'était extraordinaire, son parcours. Ouais. Je me souviens. Mais Pranap était un homme d'une finesse, d'une délicatesse, de grande culture. Bon, c'est pas le cas de tous, mais bon. On a envie de demander à René Marbeau s'il peut nous parler, lui, à ce moment-là, en 1942, s'il avait une connaissance de ce qui s'était passé à Bir Hakeim et quel sentiment, lui, en tant que jeune Français libre, ça avait évoqué chez lui. Bien sûr que à ce moment-là, je me trouvais à Beyrouth et je sortais d'une typhoïde. C'est pour ça que je n'avais pas pu m'engager tout de suite dans la France libre, alors que j'étais Français libre depuis plusieurs mois. Et quand il y a eu cette victoire, j'ai vu arriver les anciens combattants de Bir Hakeim, parmi lesquels d'ailleurs plusieurs de mes camarades ne sont pas revenus puisqu'ils ont été tués à Bir Hakeim. J'ai 2 camarades qui ont été tués à Bir Hakeim et ça m'a fait un grand choc parce que normalement je me disais j'aurais dû partir avec eux à ce moment-là. Pour les Français du Liban, vous savez que les Français du Liban avaient au début choisi de suivre le général de Gaulle. Et puis le gouvernement de Vichy a appelé le haut-commissaire français, le général Mettelarger, en lui disant on voudrait comprendre un peu votre position. Alors Mettelarger a fait la faute d'aller rejoindre Vichy, et quand il a été mis à Vichy, il a été arrivé à Vichy, il a été dégommé et remplacé par Pierre de Bord, puis d'Anne Sapret.
Si bien que beaucoup d'officiers au début, notamment le général de l'Armina, qui était le chef d'état-major, avait décidé de rejoindre la France libre. Mais quand Mitterrand a été prisonnier à Vichy, l'Armina a quitté le Liban et est passé en Palestine et a rejoint De Gaulle. Et ensuite, il a été nommé, d'ailleurs, par De Gaulle, le grand patron de toute la reprise en main de l'Afrique équatoriale française. Par contre, après la bataille du Liban entre les Français libres et les vichistes, la bataille qui a duré un mois, alors que ça aurait pu durer 3 jours, et je pense que les Allemands n'auraient pas été mécontents, comme ça a été fait en Afrique du Nord. Gans a voulu résister à fond, si bien que la guerre a duré plus d'un mois. Il y a eu beaucoup de morts parmi les Français libres et aussi parmi les vichistes. Ça a été une guerre franco-française qui a déçu beaucoup de Français du Liban. Beaucoup sont partis et ont rejoint. Et finalement, il y en a très peu qui sont restés avec De Gaulle, qui étaient 5 000 et tout, sur les 30 000 à peu près qui constituaient la force française au Liban. Et ça a été dommage parce que c'était des troupes excellentes, bien entraînées et qui auraient été utiles à De Gaulle et à la France libre comme renfort au moment où l'armée anglaise elle-même n'était pas encore très solide. Voilà. Donc, pour les Français libres, ça a été quelque chose de formidable, l'arrivée de cette victoire de Français libres, qui, vraiment, d'ailleurs, c'était le mot de De Gaulle, la France vous regarde et vous êtes sa fierté, etc. Donc, pour nous, ça a été vraiment un grand moment, et ceux qui étaient un peu douteux, parce qu'il y en a quand même qui avaient suivi, qui étaient restés au Liban, où ils ont retourné avec Vichy, avec les troupes de Vichy, étaient inquiets. À ce moment-là, tous ces Français ont pris l'esprit français libre, et il y a eu cette culture de l'idéal qui est, je crois, la caractéristique de la France libre. Si les Français libres ont pu faire quelque chose qui dépasse encore les normes, c'est parce qu'il y avait vraiment cette puissance de l'idéal qui consiste non pas seulement à dire je défends mon pays, mais nous sommes unis. D'ailleurs, l'amitié entre les Français libres est restée une histoire formidable. Parce que, encore aujourd'hui, non seulement maintenant vous avez les compagnons et les fils de compagnons, mais vous avez les cadets et les fils de cadets, petits-fils de cadets qui se retrouvent, et on a créé quand même cette mentalité, cet esprit. Et je crois que c'est une des grandes leçons de cette expérience extraordinaire que certains d'entre nous avons eu la chance de vivre. Merci beaucoup. Pour vous, merci beaucoup. Moi personnellement, je n'ai pas rencontré votre papa quand il était passé par Beyrouth, mais mes parents l'ont connu. Et donc nous étions très fiers, c'est pour ça que j'étais très fier de vous écouter aujourd'hui. Merci. Il y aura peut-être d'autres questions, évidemment. On salue Yvette Kellen, qui est arrivée, notre secrétaire générale de la Fondation de la France Libre. Alors, c'est vrai que finalement, c'est peut-être un peu ce que disait à l'instant René Marbeau, hein, cette culture de l'idéal. Pir Hakem représente merveilleusement bien, c'est une sorte de raccourci de ce qu'est la France Libre. On se bat à très peu contre beaucoup, on est très nombreux et très divers. C'est un peu le résumé. Combien de nationalités à Pir Hakem ont été recensées, on le sait? Je crois que
il y avait toutes les nationalités de l'Empire, toutes les ethnies de l'Empire. Si ça... On a une réponse. Oui, plus de 50. Et à la DFL, il y en avait 54. 54. On doit être sur, ça doit être ça. Sauf erreur de ma part, c'est ça. Plus de 50. Ah oui, on mesure et puis... 54 nationalités représentées dans les troupes de la première DFL. Et puis une volonté évidemment hors du commun. Voilà ce qu'une armée de volontaires peut faire évidemment avec la motivation qui était la leur évidemment dans cette grande diversité. Alors il y a peut-être d'autres questions. On salue la présence de Nicolas Simon qui est là, évidemment, qui est un de nos administrateurs, et puis évidemment le fils du général. Et on salue aussi la deuxième DB, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on a l'honneur aussi, le plaisir d'avoir toutes nos conférences quasiment, Jean-Paul Michel, le général Michel, qui est un des patrons de la Fondation Leclerc, et tout à l'heure a été évoqué le capitaine Gravier. Et là aussi, c'est quand même un homme très important. Ensuite, au 13e bataillon du génie de la 2e DB, donc c'est important de le rappeler. Il est passé ensuite dans la campagne de France. Il a été le patron également du génie de la 2e DB, avec Crépin, l'artillerie pour Crépin. En tout cas, c'est vrai que le génie a été très important, comme l'a souligné tout à l'heure François Proche. Bon, c'est vrai qu'on a eu la chance il y a quelques années d'aller tous, pour une partie d'entre nous, à Birakem. Et quand on est sur place, on s'aperçoit que c'est un véritable désert de pierre, assez ingrat, à vrai dire, où tout est extrêmement plat. Et pour se défendre, bien évidemment, ils sont enfouis. Il y a eu ce champ de mine extrêmement bien conçu par le capitaine Gravier, et puis qui avait champ de mine qui avec des calculs d'angle de tir aussi pour tirer au but, je dirais, avec des armes anti-chars, des chars qui arrivaient jusqu'au bout. Donc déjà, il y avait beaucoup des véhicules, quand ils attaquaient, qui étaient touchés. Et puis les derniers, il y a eu aussi beaucoup d'actes d'héroïsme, notamment, je crois, avec les Espagnols qui montaient sur les chars, qui mettaient des grenades directement, parce que dans la Légion, il y avait aussi pas mal de volontaires qui étaient des Espagnols anciens républicains qui se battaient contre les nazis. On peut apporter aussi en complément, je suis tankiste de formation, et à l'époque, on n'avait pas les canons anti-chars ne perçaient pas de front et perçaient sur les côtés. Alors le système en V permettait que beaucoup de tirs pouvaient se faire de flanc. Et c'est ça qui a été, entre autres, mais un des éléments prépondérants, hein, qui a permis de détruire les chars allemands, ou italiens d'ailleurs, parce que de face, on ne pouvait pas, ça rebondissait. On a trouvé ça aussi en campagne de France, ça a été pareil, quoi. Les Allemands étaient très blindés de face, mais pas sur les côtés. Ouais, je me posais la question, quelle était la distance à parcourir depuis la sortie pour aller donc rejoindre les lignes anglaises, si j'ai bien compris? Parce que finalement l'encerclement était terrible, oui. et donc il y a eu une percée, et donc il fallait faire combien de kilomètres? Il fallait faire sans être poursuivi quelque part, oui, oui. Si je comprends bien. C'est ça qui est étonnant. La sortie elle-même, techniquement... Le plus difficile, c'était la sortie. Oui, mais après, c'est là où il y a eu beaucoup de morts. Après, il fallait aller jusqu'au bout. Oui, ensuite, il fallait franchir. C'est comme le lapin qui sort du terrier, quoi. On l'attend, quoi, normalement. Oui. C'est pas clair dans ma tête, ça. Je n'ai pas le chiffre précis, mais quelques dizaines de kilomètres, quand même. Ouais. Quelques dizaines de kilomètres. Ça fait long, hein. Il fallait avoir la chance d'avoir échappé aux Allemands, et puis la chance d'avoir été pris dans des camions qui filaient vers les lignes anglaises. Mais beaucoup ont été à pied, hein. Beaucoup,
Certains se sont perdus. Il ne fallait pas que les camions soient pris à partie non plus et poursuivis par... Ce qui est arrivé. Ils auraient pu être poursuivis par des chats ou je ne sais quoi. Oui. Mais Mesmer appelait ça la nuit fantastique. Cette nuit fantastique, c'était vraiment... c'est de la nuit de toutes les aventures individuelles. Quoi. Il va y avoir des mines partout, quoi, en fait. Il fallait échapper aux mines, il fallait échapper aux Allemands, il fallait... Les sapeurs ont fait un trou. Les sapeurs qui empêchaient les Allemands de les poursuivre. Oui, qui était un tout jeune homme de 18 ans, qui dans cette fuite, à un moment donné, il y a, alors je ne sais pas si c'est une fusée, un truc comme ça, qui est tombé sur un camion, plein de munitions, qui l'a pris à main et qui l'a fait sauter. Bon, il a perdu le bras au passage. Mais bon, c'est vraiment, il ne se posait pas la question, il réagissait tout de suite, alors qu'il avait 18 ans et déjà un parcours étonnant. Et qu'il avait déjà un parcours considérable, d'ailleurs, oui. Gérard Théodore, qui a perdu de jambes aussi. Et papa a été sauvé par Mantel parce qu'il cherchait Amin Akbari dans Bir Hakeim, alors que Amin Akbari était parti avec Koenig. Alors il était rentré à nouveau à Bir Hakeim et Mantel, en passant, lui a dit mais il est parti depuis longtemps. C'est lui qui a sauvé papa. Encore dans le désert. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de grands films sur Bir Hakeim. Alors qu'il y a eu un très beau scénario. J'ai essayé de travailler dans cette direction, mais c'est dur. Il y a eu des reportages par les anciens extraordinaires. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, oui. C'est bien. Ça touche pas le grand public. Non, non, mais c'est déjà bien. Non, mais il faudrait un grand film de fiction. Non, non, il y a eu des films, par exemple, Bir Hakeim, ça aurait été bien. Mais je jouerais plus long, quoi. Peut-être grâce à toutes les anecdotes, tout ce que tu racontes dans ton livre, peut-être que ça donnera des idées. Je peux raconter dans cette perspective, hein, parce que j'ai voulu essentiellement... C'est au ras des pâquerettes les parcours de tous les combattants, leur variété, leur... J'ai pas voulu écrire l'histoire de héros abstraits. Voilà, chacun a ses problèmes, a ses états d'âme. À la sortie, en particulier, ce qui est frappant, c'est que même quand ils sont quand même un peu loin, ils ne savent toujours pas, dès qu'ils voient un nuage de poussière, un véhicule qui passe, ils ne savent jamais si c'est un Allemand, un Italien ou un Anglais. C'est fou. Et les JMO, les journaux de marche opérationnels sont en bon état, enfin, ils sont complets de chaque bataillon. Je ne sais pas si tout est complet, enfin ce que j'ai consulté à Vincennes est tout à fait accessible. Il y a beaucoup de témoignages, hein. Beaucoup recueillis par Florence Wulger, qui centralise tout ça, qui fait un travail extraordinaire. C'était des officiers professionnels qui devaient obliger à ce que ça se fasse dans les normes. Et bon, Alors on va effectivement continuer avec le livre maintenant. Vous allez pouvoir poser des questions et puis rencontrer François Broche de manière plus directe. Si vous voulez vous faire dédicacer son dernier ouvrage, donc, qui est ici, La cathédrale des sables, eh bien ce sera le moment de le faire. On retient évidemment ce haut fait d'armes, comme l'a dit François Broche, qui est Bir Hakeim, au moment de son anniversaire, donc en ce moment jusqu'au 11, et on va avoir le 11 une journée de commémoration. Je vais donner le détail dans un instant. Et puis effectivement, Bir Hakeim, eh bien, on retiendra aussi que c'est une histoire et en même temps une légende. Eh bien, on a voyagé au cœur de cette histoire et de cette belle légende ce soir grâce à vous, François Broche. On va vous applaudir bien fort. C'est vraiment passionnant. Alors, le mois de juin, c'est le mois de la France libre, avec le 11. Donc mardi 11 à 15h, la Fondation de la France libre et la délégation de la première DFL, on dit maintenant délégation, au début l'amicale, mais elle existe toujours évidemment, elle est là, et elle est toujours portée par beaucoup de monde, et à 15h au monument du maréchal Koenig, donc là c'est du côté de la Porte-Maillot. Ensuite, alors arrivé un petit peu avant, bien sûr, si vous voulez arriver 15 minutes avant, c'est très difficile de circuler sur cette Porte-Maillot. 16h, monument du général Brossé Québranly. Juste après, eh bien, on ira sur le pont de Bir Hakeim, au monument de la stèle de Bir Hakeim, donc au milieu du pont. Et puis il y aura un ravivage à 18h30, après 18h, donc le ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe pour cette journée. Tout ça, c'est effectivement dédié à la gloire et à la mémoire des combattants de la France libre de Bir Hakeim.
c'est important. Alors le 18 juin, bien sûr, mais ça on en reparlera, la grande journée nationale avec le message de la Fondation qui sera lu partout en France, par nos délégués, par tous nos représentants dans tous les départements. Et puis, je vais également vous donner un rendez-vous, c'est celui de la prochaine conférence. Alors nous sommes aussi dans le mois des anniversaires de la bataille de Normandie, évidemment, et le 19 juin, le mercredi 19 juin à 18h, eh bien, on va accueillir un autre membre du conseil scientifique, ce sera Stéphane Simonet, et Stéphane Simonet vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Les Français dans le débarquement ». Il n'y avait pas que le commando Kieffer, il y avait aussi les marins, il y avait les aviateurs, le groupe Lorraine, et puis ces Français qui étaient également en Bretagne, mais donc il en dira un peu plus, le 19 juin à 18h, donc à ne pas rater. Puis également toute une série d'ouvrages sur les plages, qui a été signée par Stéphane Simonet, donc chez Schneider Media, donc avec toutes les plages, 5 ouvrages. C'est un coffret qu'on peut offrir également à une très belle réalisation, avec de superbes photos de Gold, Omaha, Utah, Juneau, Edward Beach. Voilà pour l'actualité, donc très chargée de notre fondation pendant ce mois de juin. Et je vais vous laisser maintenant, évidemment, avec François Broche pour terminer cette belle conférence ici à la Fondation, un beau moment. Et puis vous souhaiter ensuite une bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.